Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. On est encore en tout début de saison NBA, on en a parlé la semaine dernière, difficile de tirer de grandes conclusions, mais c'est par contre peut-être un bon moment pour faire le point sur certains projets en NBA. Et donc cette semaine, on a décidé de s'intéresser aux équipes en reconstruction et plus précisément à celles qui ont entamé leur processus de reconstruction depuis un certain temps. Et donc je vais les nommer tout de suite. On va notamment parler du Thunder, des Pistons, du Magic et des Rockets, peut-être d'autres équipes également. Mais pour ce faire, évidemment, nous sommes trois et nous avons notre spécialiste du Thunder. Il est bien là, Avatar de Vosges aussi à ses heures perdues pour son trolling Twitter. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va. Franchement, mon tweet disant que Kyrie allait signer chez Donda Sports, 24 heures après, son contrat avec Nike était résilié. Donc la proba, elle est peut-être pas si improbable que ça. Non, mais très heureux de vous retrouver pour mon sweep-it. Là, j'ai l'impression d'être les Lakers en 2002. Et également avec tout, vous l'avez entendu, l'homme à l'image de profil Twitter, lui, de Troy Daniels dans un maillot des Grizzlies. Oui, monsieur. Et je pense qu'il est à peu près le seul sur Terre. C'est donc Tom, évidemment. Comment ça va, Tom? Écoute, je supporte plus Troy Daniel que sa propre famille, peut-être sur les réseaux, écoute. Mais non, ouais, content d'être avec vous et puis content de parler de ces projets en reconstruction, d'équipes en reconstruction. On avait déjà fait un podcast un peu sur le thème la saison dernière. C'est l'occasion, un an plus tard, de revenir sur ces équipes. C'est ça, on va parler reconstruction comme tu l'as dit, faire un point sur la situation de ces quelques équipes que j'ai citées tout à l'heure. Je vous rappelle, bien sûr, comme d'habitude, que vous pouvez retrouver Dunk Hebdo sur vos applis de podcast préférés, sur YouTube, sur Twitter. On marque évidemment la pause protocolaire et on se retrouve pour parler reconstruction avec notamment le Thunder, les Pistons, le Magic et les Rockets. Alors messieurs, comme je le disais en introduction, cette semaine on fait un point à reconstruction, donc avec quelques équipes qui ont entamé il y a quelques temps ce fameux processus, cette refonte d'effectifs pour un projet à plus moyen long terme, mais qui n'en sont pas tout au même point. On va pouvoir en parler et on va débuter. La première équipe dont je vous propose de parler, c'est peut-être celle la plus avancée dans le processus, en tout cas avec le plus de certitude, qui a commencé peut-être il y a plus longtemps. On va pouvoir en discuter, c'est le Thunder, évidemment d'Oklahoma City, cher à Constant. Je vais logiquement te donner la parole, Constant. Premier constat de cette saison pour le Thunder, ça commençait pas très bien, puisque le process avait pris un léger contretemps avec la blessure du deuxième pick de draft de cette année de Chet Holmgren. Mais tout de même, de bonnes bases. Évidemment, on va les passer en revue avec Shai, avec Devin Gendorf, évidemment. Donc, question large pour débuter. Comment tu l'évalues, toi, cette timeline de reconstruction? Est-ce que tu penses que les bases sont bien posées ou il y a encore quelques incertitudes dans le projet du Thunder? Globalement, les bases sont bien posées. Elles pourraient être encore mieux posées si Chet Holmgren n'avait pas eu sa blessure au lice-franc, qui a quand même bien handicapé le début de saison du Thunder et même globalement la hype un petit peu que pouvait avoir le Thunder cette saison, parce que tu t'es retrouvé dans un cas de figure où finalement tu avais quasiment le même effectif que l'an dernier avec la blessure de Chet. Après, au niveau des timelines, si tu prends le critère en disant que ta reconstruction est réussie à partir du moment où tu as trouvé The Man, le Thunder est globalement l'équipe la plus avancée de très très loin des équipes dont on va parler dans ce podcast, puisque le Thunder a la grande chance d'avoir Shai Gilgeous-Alexander dans son effectif. Et quand on voit le début de saison de Shai Gilgeous-Alexander, on est sur un joueur qui a plus de 30 points de moyenne, plus de 53% de réussite au tir, quasiment 5 rebonds, plus de 6 passes, 2 interceptions, plus d'un contre. Il envoie des stats que aucun guard de la conférence Est, même de la NBA, n'envoie. Donc sur ce début de saison, c'est très satisfaisant. Mais voilà, c'est bien d'avoir un petit peu la reconnaissance aussi de Shai Gilgeous-Alexander de la NBA globale. Les gens commencent à se rendre compte, ce que les fans du Thunder avaient vu depuis déjà pas mal de temps, c'est que Shai Gilgeous-Alexander est un très bon joueur de basket. Après, sur l'avancée du rebuild, j'ai quelques incertitudes. Le point sur lequel tu te dis le Thunder a vraiment une longueur d'avance sur toutes les autres équipes, c'est le style de jeu, dans le sens où la défense du Thunder, elle est 7e ou 8e au defensive rating cette saison. L'an dernier, avant les multitudes de blessures, c'était déjà le cas. Mark Daigneault propose un vrai système défensif, une vraie philosophie de jeu, qui en plus ne va que s'accentuer, ne va que s'améliorer une fois que tu auras récupéré un protecteur de cercle élite comme est Chet Holmgren. Donc ouais, c'est à ce niveau-là où je me dis que dans la reconstruction, le Thunder a le star talent, que n'ont pas forcément les autres équipes, à la défense élite, qui est nécessaire pour moi si tu veux viser haut en play-off,
Donc ouais, je me dis que sur ce point-là, je suis plutôt confiant. Ouais, comme l'a bien dit Constant, Tom, on a plusieurs aspects forcément sur les points de reconstruction. Il y a effectivement le talent, il y a sur le papier quoi, quel joueur tu as. Bon, avec Shai, évidemment, donc Shai Gilgeous-Alexander, vu que Constant nous le répète, on prononce bien Shai. Shai qui est évidemment extraordinaire, qui fait un début de saison de calibre All-Star bien affirmé, on va dire ça comme ça. All NBA carrément, All NBA, peut-être même All NBA, oui, carrément. Et puis on a ce qu'il y a autour, effectivement, par rapport aux autres équipes dont on va parler, c'est quand même l'OKC actuellement en 4-5, donc ça passe plutôt bien. On a peut-être des meilleures bases. On voit quand même, un projet plus avancé que les autres, quoi. Oui, clairement. Après, comme Constant disait, l'important c'est aussi de trouver The Man. Et eux, ils l'ont même avant même d'avoir commencé le processus de reconstruction, puisqu'ils l'ont récupéré via un trade. Et ils ont aussi les vestiges de ce trade qui vont leur permettre d'avoir plus de largesse en fait dans la construction de leur effectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OKC peut se permettre de tenter beaucoup de choses parce qu'ils ont toujours dans leur poche arrière un nombre incalculable de pics de draft pour pouvoir corriger ensuite l'effectif. Limite, ils ont pas assez de roster spot pour pouvoir tenter tout ce qu'ils voudraient. Donc même là, on voit que en termes de prospects, enfin, t'as des prospects qui sont laissés sur le carreau puisque OKC c'est pas uniquement des choix de draft, c'est aussi des joueurs qui sont allés chercher, qui sont allés développer. Kenrich Williams qu'ils ont récupéré dans le trade pour Steven Adams. À la base, le mec c'était juste un gars pour faire matcher les salaires. On lui a proposé un peu d'argent. Finalement, il se retrouve à être dans la rotation. C'est un joueur correct à l'aile qui, ok, c'est pas un starter, mais c'est quand même un joueur intéressant. Alors, malheureusement pour le Thunder, il évolue au poste où tu pourrais voir, par exemple, Dieng ou même Pokusevski un peu évoluer, même si beaucoup jouent un peu plus au poste 5, là, visiblement. Donc, ouais, ils ont déjà le numéro 1. Et en vrai, pour moi, hein, ils ont que le numéro 1 parce que je suis un petit peu plus dubitatif par rapport à guider notamment au niveau du ball handling et qu'est-ce que lui arrive à proposer quand lui n'a pas la balle et que Shai gère le tempo. Mais je trouve que ce sont eux qui sont les plus avancés parce qu'il y a un fond de jeu, il y a un coach qui est pour moi assez solide dans ses préceptes de jeu. Après défensivement, ils sont forts. Offensivement, ils ont un peu de mal. Mais je pense que offensivement, la problématique, c'est qu'ils mettent pas du tout dedans. Et même, tu vois, Luguensdorf, cette saison, ok, en défense, il est un petit peu plus solide que l'an dernier, puisque l'an dernier, je trouvais qu'il avait un peu baissé de pied. Mais offensivement, ça rentre pas pour lui. C'est une équipe assez maladroite, hein, 27e, là je l'ai, parce que je l'avais noté à l'efficiency field goal. Donc, c'est assez problématique. Je vais poser la question qui fâche, qui est un peu soulevée par Tom Constant. C'est volontairement provocateur, mais est-ce que Shai est pas trop avancé, en fait, par rapport au processus de reconstruction du reste de l'effectif? Parce que c'est bien d'avoir The Man, comme vous dites tous les deux, mais ensuite, il faut réussir à l'entourer et progressivement retrouver, être un peu plus haut dans les ratings en NBA, etc. Et Shai est déjà très très fort. Et pour le moment, tu ne sais pas si tu as ton numéro 2. La blessure de Chet pose ce problème-là. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un petit différentiel de timeline entre celle de Shai et celle de la reconstruction du Thunder? Ah, ça, c'était des débats qui ont été soulevés notamment au moment de la draft 2021 avec des rumeurs sur OKC qui pourrait potentiellement échanger Shai, etc., etc. Puis Shai a signé sa prolongation de contrat et s'est fait surnommer The Timeline depuis. Donc, en fait, j'ai envie de dire que la timeline, c'est Shai. Parce que, honnêtement, c'est une question qu'on peut souvent se poser, mais si jamais tu te dis, ouais, ok, Shai Gilgeous-Alexander ne correspond pas forcément à notre timeline et que tu veux l'échanger, quelle est la probabilité qu'à la draft, tu récupères un joueur meilleur que le niveau actuel de Shai Gilgeous-Alexander, qui est un niveau All-NBA? Elle est minime. Donc oui, Shai Gilgeous-Alexander, pour moi, est ta timeline. Et c'est là où la blessure de Chet est extrêmement frustrante, parce que tu peux te dire, pick 2 de la draft, théoriquement, pick 2 de la draft, il peut être cette deuxième option ou ce numéro 2 dont on parle, ne serait-ce que de par sa présence défensive. Offensivement, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour lui. Mais c'est ça qui est d'autant plus frustrant. Il y a un point quand même sur lequel je me dis, au niveau de vous parliez des problèmes offensifs, et je suis complètement en accord avec ce qu'a dit Tom, notamment sur le fait que personne ne met un tir globalement cette saison. Ouais. Mais t'as le talent de Shai Gilgeous-Alexander, et je me dis, ce qui te manque, en fait, c'est des shooters à 3 points. Et les shooters à 3 points en NBA, c'est pas les trucs les plus difficiles à trouver, notamment quand t'as une espèce de kyriade de pick de draft, même si t'en as déjà lâché 2 ou 3, notamment pour Ousmane Dieng, t'en as encore énormément. Et en fait, des joueurs comme, je sais pas moi, un Joe Harris, même
pour avancer sur ce qu'on a dit sur ce qu'on va dire sur Détroit, même un Bojan Bogdanovic, ce sont des joueurs que tu peux récupérer avec des pics de draft. Donc le besoin majeur du Thunder, un petit peu de défense sur l'aile, ça c'est ce que je répète souvent, c'est que les ailiers du côté du Thunder se font quand même globalement plaisir parce que Dort est très bon, mais il est un peu undersized pour un ailier, même s'il est très tanké. Reste à voir le développement de Jalen Williams, dédicace à Alan évidemment. Mais ce qui manque, c'est des tireurs à 3 points en spot-up, et c'est pas le truc le plus compliqué de la terre à trouver, même si OKC depuis 10 ans semble avoir du mal à en trouver. Transition parfaite offerte par Constant. Tom, la suite, quelle est la suite du projet? Donc effectivement, ça n'a pas l'air d'être, j'imagine que tu partages cet avis, tu vas pouvoir développer, mais d'être de ne pas compter sur Shai, de faire une Chicago avec Jimmy Butler pour parler d'un sujet que je connais bien. Mais non, mais ça illustre bien ce que tu disais, Constant, puisque effectivement du côté des Bulls il y a quelques années, ils ont décidé d'évaluer que Butler était pas ce go-to guy. Et là, tu l'as très bien dit, la probabilité de retrouver quelqu'un d'aussi fort, d'aussi bon pour remplir ce rôle-là est assez faible, et on voit bien que ça a été compliqué, et ça l'est toujours un peu d'ailleurs. Revenons au Thunder, Tom, la suite du projet, donc c'est ce que disait Constant, trouver les bons profils à mettre aux côtés de Shai en comptant sur le fait que quand Chet revienne, il soit au niveau auquel on l'attend. Oui, c'est ça. Hein. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses dans la façon de drafter de Casey. C'est vraiment le côté longueur et taille. C'est quelque chose qui est très important. Je pense qu'il y a aussi la notion de joueurs de basket dans le sens où ils veulent des joueurs qui sont capables de prendre des décisions balle en main et pas forcément des joueurs uniquement dans des rôles. Et même toutes les tentatives qu'ils font, tu vois, quand tu vois par exemple Treman ou Pokusevski ou même Jalen Williams, ce sont des joueurs qui sont quand même dynamiques balle en main. Ça va pas être des joueurs de spot-up. Ce sont des joueurs qui sont capables de faire pas mal de choses. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine dynamique, enfin un certain dynamisme qui est recherché dans les joueurs qu'ils amènent au fur et à mesure dans le projet. Et encore une fois, ils arrivent à développer des joueurs qui sont sortis de nulle part. Tu vois, Aaron Wiggins, le gars, il sort de nulle part, il arrive à avoir des minutes dans la rotation, c'est un peu l'homme à tout faire. C'est pas quelqu'un du grand public, un peu comme Dort l'a été un peu avant, tu vois. Donc c'est vrai qu'ils arrivent non seulement à avoir des hits sur les top joueurs qu'ils arrivent à drafter, mais aussi à trouver des pépites un petit peu plus loin. Donc moi je pense que c'est une équipe qui va grandir. Quelque chose aussi qui est important, c'est que Daigneault il est là depuis longtemps et tu sens qu'il commence déjà, enfin longtemps. Relativement à l'écosystème NBA. Relativement, voilà. Troisième saison. Voilà, troisième saison, c'est un peu, enfin, tu vois, il y a quand même une certaine stabilité et tu sens que c'est quelqu'un qui ne se sent pas en danger parce qu'il peut se permettre de tenter pas mal de choses avec son effectif. Donc je pense que lui, il a la main pour faire tous les tests qu'il a à faire. Et je pense que Presti, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une évaluation à la fin de cette saison-là et que l'été 2023, voire même peut-être la trade deadline 2023-2020, la trade deadline 2023-2024, c'est là où les choses vont peut-être se jouer pour que le Thunder accélère ou pas le projet, quoi. Puisque là, t'as pas mal de pics de draft, t'as des salaires pour matcher, puisque c'est quelque chose qu'on oublie. Ok, tu peux avoir plein de tours de draft, mais si t'as pas de salaire pour matcher les contrats des bons joueurs, ben tu peux rien faire avec tes pics de draft. Donc je pense que là, on est vraiment dans la dernière étape de supervision en gros de l'effectif, pour ensuite prendre les décisions et commencer à lancer le projet, à lancer un projet gagnant et viser au moins se qualifier pour les playoffs, quoi. Je pense que OKC c'est une équipe qui cherche à sauter le milieu, clairement. Qui cherche à sauter le milieu. Tout à fait. Du coup, pour récapituler tout ça, pour conclure un peu le bilan sur le Thunder, je pose 2 questions grosso modo. Quel objectif du coup là à court terme? Comment en qualifier cette saison de réussite? Qu'est-ce qui ferait que la saison du Thunder serait une réussite? Et quel indice de confiance sur cette reconstruction? Comme ça, on pourra reprendre tout ça sur chacune des équipes. Donc, comment tu vois là à court terme la reconstruction du Thunder? Si t'es vraiment dans le à court terme pour cette saison, j'ai posté sur Twitter le calendrier du Thunder. En gros, 13 des 19 prochains matchs sont à l'extérieur. Si le Thunder s'accroche, en fait, l'an dernier, il y avait vraiment ce truc de tanking. Cette année, j'ai l'impression que Sam Presti va se dire, je regarde où j'en suis, et après, je jauge mon effectif, je regarde où j'en suis au niveau des classements en février, et en fonction de où je me situe, on verra ce qui va se passer. Donc, pour moi, les 20 prochains matchs du Thunder seront capitaux. Tu coules, la course au tanking à la victoire sera lancée, tu t'accroches, il y a peut-être moyen de viser quelque chose.
Et après, à court terme, c'est-à-dire l'été prochain, c'est exactement ce que Tom a dit. Le Thunder, il y a aussi ce côté où le Thunder a récupéré énormément de gros contrats en échange de pick de draft, Kemba Walker, Michael Green, et c'est la dernière année où on paye ces joueurs-là et où le Thunder, l'an prochain, va se retrouver avec, en fonction de comment va être calculé le salary cap, mais à peu près 26 millions de cap space, plus 16 millions de trade exception. Donc globalement, il y a matière pour bouger, il y a matière pour récupérer des joueurs. Tom, tu fais la moue? En fait, si tu as le cap space, en fait, tu dois faire le choix entre le cap space et la trade exception, puisque la trade exception, tu peux l'utiliser, elle compte, en fait, dans le salary cap. D'accord. C'est bon, peut-être oui, c'est le... ces imprécisions, je ne peux rien face à la connaissance du CBA de Tom. Ça, c'est non mais voilà, l'objectif, c'est vraiment, et ça a été annoncé même depuis 2 bonnes années, c'est l'intersaison 2023. C'est le moment où tu dis le Thunder a peut-être suffisamment végété dans le fond de la conférence Ouest, il serait peut-être temps de remonter, et à l'arrivée du pick 2 de la draft 2022 accessoirement. Et niveau de confiance, voilà. je suis sur 5, je suis à 4,5 parce que chez Gilgeous Alexander. Tom, même question. Quelle note, professeur Tom? Ouais, moi je dirais 3,5, tout simplement parce que j'ai peur en fait que qu'il y ait trop de choses mises dans Guidé et qui finalement peut-être bloquent. Tu vois, je sais pas si c'est le partenaire parfait pour Shea. Je pense que Shea c'est le partenaire parfait pour lui, mais je sais pas si lui c'est le partenaire parfait pour Shea. C'est plus dans ce sens-là. Sinon, d'un point de vue construction, après c'est quelqu'un qui garde quand même une bonne valeur marchande et qui va intéresser des équipes si jamais il est mis sur le marché. Mais sinon, pour moi, je serais plus chez Chet, et du coup avec cette base chez Chet et les principes défensifs de Daigneault et tous les ailiers que vous avez, enfin pour moi au minimum tu vas aller en playoff très rapidement quoi, minimum. Ouais, j'étais à peu près dans la même idée, 3,5, 4, parce que effectivement les petites tout est bien fait, mais il y a les petites interrogations même sur Chet que tu as cité où on espère que tout va bien se passer, mais forcément il y a des questions qui se posent quand le gars arrive et n'a pour le moment pas pu poser un pied sur un parquet NBA. Donc voilà pour le Thunder, pour qui globalement on est plutôt optimiste. Évidemment, on va rentrer peut-être dans... Allez, ça va être de plus en plus dur au fur et à mesure du podcast, on va dire ça comme ça. Deuxième équipe dont on avait envie de parler aujourd'hui, ce sont les Pistons, cher notre ami Ilias. Les Pistons auréolés du premier pick de draft en 2021, un certain Cade Cunningham. Également des picks 5 et 13 cette année, des Jaden Ivey, Jalen Duren. Une équipe encore très verte, je vais dire ça comme ça. Tom, comment on se positionne actuellement quand on suit les Pistons? Est-ce qu'on n'est pas encore un peu dans le flou quand même? Moi, je pense que tu vois le fait d'avoir Cade quand même, ça corrige pas mal de choses puisque voilà, ça rassure puisque en gros c'est une équipe qui a son fameux. On a parlé de Shea tout à l'heure, mais on a l'équipe qui a par exemple son ball handler héliocentré. Shea n'est pas vraiment un ball handler héliocentré au sens même de l'héliocentrisme, même si bon il est par la force des choses, on va dire. Non, mais d'un point de vue rôle à l'attaque du Thunder, il est quand même héliocentré puisque tout part vraiment de lui et de sa gravité. Mais il n'est pas forcément dans la monopolisation du ballon, quoi, puisqu'il doit partager la balle avec de Bolander. Là où Cade Cunningham, c'est son équipe en fait. C'est son équipe et toutes les pièces qui sont autour de lui sont là pour lui permettre de compléter son jeu. Donc c'est vrai que on parlait tout à l'heure de trouver the guy, Cade, ça peut pour moi potentiellement être the guy en fait pour les Pistons. Donc du coup, je trouve qu'ils sont bien lotis puisque c'est quand même un bon joueur. Il fait pas mal de choses. Enfin, moi je le trouve très intéressant. Alors il a commencé la saison un petit peu en deçà, notamment pour aller finir au cercle. Et puis là, il explose littéralement tout le monde sur 2010. Des fois, tu as l'impression de voir un CJ McCollum un peu plus grand. En fait, tu as CJ McCollum de 3-4 ans, un peu plus grand, avec beaucoup plus de playmaking. Et je trouve que c'est assez encourageant, même si c'est quelqu'un qui perd encore pas mal de ballons, c'est assez encourageant d'avoir un ball handler en fait déjà de cette taille-là, avec cette expérience-là de jeu. Et je pense que il va juste se bonifier avec le temps. Donc, ils sont avec Cade Cunningham en fait. Ils ont vraiment, ils ont le minimum quoi pour vraiment, enfin le minimum. Ils ont la première brique. Voilà, ils ont vraiment la première brique. Ils ont la première brique pour pouvoir construire quelque chose de plus solide après.
Ouais, donc on a cette première brique Constant. En tout cas, a priori, on part bien avec Cade Cunningham, mais on parlait d'équipe maladroite là du côté des trois autour. C'est peut-être là où c'est encore plus incertain que ce qu'on peut voir du côté du Thunder. Ouais, c'est ça. C'est rien que dans la construction d'effectifs, en fait, Troy Weaver est un ancien de l'Oklahoma, hein, donc globalement, il y a peut-être des préceptes qui se sont transmis entre Sam Presti et Troy Weaver. C'est difficile. Le Cade est vraiment solaire et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Tom, c'est que il a mal débuté et là, depuis quelques matchs, il est quand même assez exceptionnel. Même si sa finition près du cercle, moi j'ai encore 2-3 choses à dire. Il tourne à moins de 48% près du cercle. Ça, il a largement les moyens de progresser. Par contre, il y a une stat qui, moi, m'interpelle quand je regarde les Pistons. 118 de defensive rating. Pire defensive rating de toute la ligue. C'est les pires. Hein. Ouais, c'est les pires. C'est plus Memphis. Incroyable. Mais il y a un moment où je me pose des interrogations parce que Dwayne Casey est quand même là. Ça fait combien de temps qu'il est à Détroit? Ça fait depuis l'intersaison 3 ans, 2018. je crois que c'est 3-4 ans, non? Ouais, 2018 parce qu'il se fait virer après l'élimination face aux Cavs et il rejoint Détroit directement, donc 2018. Ça fait 4 ans. Tu regardes l'effectif des Pistons en termes, si on raisonne simplement en termes de purs vétérans, c'est peut-être eux qui ont le plus de vétérans des 4 équipes. Je veux dire, Bojan Bogdanovic, il sort de énormément de saisons avec Utah en play-off. Nerlens Noel sort de saison à OKC, sort de saison au Knicks, des équipes qui étaient relativement compétitives. Et pourtant, c'est pas une équipe qui t'apporte une certaine solidité défensive, ou en tout cas pas autant qu'on l'espérait. Si tu ajoutes à ça la maladresse à 3 points, qui est le cas pour le coup de Cade, qui met pas un tir globalement depuis qu'il est arrivé en NBA, pas un tir à 3 points, je me pose des questions. Alors ils ont Cade Cunningham qui est pour moi qui vaut largement le coup de cette reconstruction et qui valorise un petit peu le projet de Détroit, mais j'ai donné avis que j'aime bien aussi, Jalen Duren, etc. Mais il y a ce côté défensif pour un coach qui est quand même très orienté défensif, Dwight Casey, qui me fait me poser des interrogations. Ouais, puis parmi les vétérans, il y a un nom que t'as pas cité, il y a un certain Corey Joseph aussi qui est censé être le relais de Cade Cunningham, notamment justement par son expérience de pouvoir aussi poser le jeu. Et là, on voit bien la différence. Et Ilias nous le répète à longueur de match des Pistons. Quand Corey Joseph remplace Cade Cunningham, qui fait tout, hein, on va le dire, hein, dans l'attaque des Pistons, il a un usage à plus de 32%, il a 31% d'assist percentage. Enfin bref, il est partout. Quand on passe à Corey Joseph, c'est malheureusement, il ne remplit pas le rôle dont tu parlais, Constant, qui est le rôle de vétéran pour justement garder une certaine stabilité. Donc ça rend encore plus incertain la suite. Je sais pas, Tom, quelles est justement les prochaines étapes, puisque c'est ce qu'on s'était dit sur le Thunder du côté des Pistons. Ok, Cade, c'est certain. Jaden Ivey, Jalen Duren, bon, tu viens de les drafter. T'as quand même plutôt de l'optimisme sur ces deux joueurs-là. Pour le reste, vers quoi on se dirige du côté des Pistons? Ben, je pense qu'il va falloir patienter, hein, parce que c'est une équipe qui a vraiment beaucoup quand même s'il y a des vétérans, tu vois, Corey Joseph, là, depuis quelques matchs, il joue plus trop, et quand tu regardes tous les temps de jeu, c'est l'un des derniers temps de jeu de l'effectif, tu vois, et c'est l'un des derniers temps de jeu de l'effectif, Corey Joseph, et en fait, c'est une équipe qui a énormément de jeunes dans sa rotation, donc du coup, qui dit avoir beaucoup de jeunes dans sa rotation, dit faire beaucoup d'erreurs et se faire sanctionner et avoir beaucoup de hauts et de bas en fait dans les performances. Donc je pense que c'est une équipe qui doit être patiente, qui doit continuer à développer les jeunes, à mettre des structures en place pour que ces jeunes-là puissent éclore dans le temps. Et voilà, enfin il y a quand même pas mal de choses qui sont peut-être un peu encourageantes, tu vois, enfin peut-être le niveau de Stewart, ça c'est un petit peu intéressant. Enfin, il y a quand même des choses, même si tu vois, il y a la problématique Killian Hayes qui malheureusement offensivement ne met pas un pied devant l'autre, malheureusement pour lui. Oui, ça devait être un des relais aussi. Il y a eu quelques ratés. On en parlait justement de tous ces pics de draft, contrairement justement au Casey qui en a accumulé du côté des Pistons. Quand la reconstruction, on en parlait ensemble tous les trois juste avant de commencer l'enregistrement. Du côté des Pistons, on n'a pas envoyé d'autres stars pour récupérer tout un tas d'assets et entamer sa reconstruction. On l'a fait progressivement en sélectionnant des joueurs petit à petit. On a fait quelques erreurs. Constant, je vais te laisser en parler parce que c'est toi qui l'évoquais. Kylian Hayes, de Sekou Doumbouya. Récemment, il y a eu quelques erreurs qui génèrent donc les incertitudes
qu'on peut avoir cette saison. C'est ça, c'est que le problème, c'est exactement ce que vous avez dit en off, mais Orlando a tradé Nikola Vucevic, OKC a tradé Paul George, Russell Westbrook, Chris Paul l'année d'après, etc., etc. Houston a tradé James Harden. Les Pistons, ils ont cuté Blake Griffin, quoi. Ouais. Donc tu n'as pas pu avoir cette valeur ajoutée sur les pics de draft en tradant ta superstar. Ce qui fait que tu n'as pas trop le droit à l'erreur quand tu piques. Et le problème, c'est que des 4 équipes qu'on va mentionner, ils ont peut-être fait les 2 plus grosses erreurs avec 2 Français en plus, avec Sekou Doumbouya et avec Kylian Hayes. Et quand tu rates un pick 7, ça te flingue pas une reconstruction, mais ça peut la retarder. Et justement, si Détroit est peut-être pas forcément dans le même temps de passage qu'OKC, c'est peut-être dû en partie au ratage du Kylian Hayes. Après, pour le reste, en fait, ils ont eu de la chance, entre guillemets, d'avoir pu récupérer Cade Cunningham à la draft 2021. Parce que s'ils n'avaient pas récupéré Cade Cunningham, là, pour le coup, on les aurait peut-être classés derrière Orlando, par exemple. Mais voilà, après, pour rebondir sur ce qu'a dit Tom aussi, moi, il y a un joueur que je trouvais très intéressant du côté de Détroit et qui disparaît un peu de la circulation, c'est Saddiq Bey. Et justement, dans ce profil d'ailier, un peu, c'est très NBA moderne, très NBA 2022, Saddiq Bey, capable de tirer à 3 points, capable de poser la balle, et je trouve qu'il disparaît un peu avec ces nouveaux rookies qui arrivent, et je sais pas, un profil comme Saddiq Bey, je pense qu'il pourrait s'épanouir dans plein d'équipes, et j'ai l'impression qu'à Détroit, avec l'arrivée d'un Jaden Ivey, avec l'arrivée d'un Jalen Duren, il passe peut-être un peu en dessous. Et un autre point aussi que je voulais souligner et que j'ai oublié de souligner, qui peut expliquer le fait que Détroit, ça attaque pas très bien, c'est qu'ils sont à 56,6 d'assist pourcentage. Ils sont 23e, ils sont égalité avec OKC. Ça montre que c'est des équipes qui, offensivement, n'arrivent pas à exister collectivement. Et ils sont obligés de s'en remettre à de la création pour Cade ou sinon à des tirs de Bojan Bogdanovic. Et ça, pour le coup, ça n'aide pas non plus le développement de tes jeunes quand offensivement, tu as du mal à faire exister un système collectif. Et le cas de Saddiq Bey que tu viens de citer, il rejoint aussi cette problématique de reconstruction. Tom, je vais te relancer dessus, avec le fait de drafter chaque année après année, tu rajoutes des joueurs d'assez haut pic que tu veux voir sur le terrain, donc tu veux leur donner des minutes, avec toujours ce risque de la draft. De toute façon, c'est toujours d'une certaine manière un pari. Bon, quand tu as le pic 1, effectivement, tu as bien dit Constant, quand tu es un peu plus certain d'avoir un bon joueur, et tant mieux pour eux. Mais justement, il y a cette problématique de la reconstruction classique, j'ai envie de dire, du côté des Pistons, où donc sans trade, sans multiplier les assets, juste on est moins bon, on récupère des hauts pics, on draft un joueur au talent a priori, et puis on n'est toujours pas assez bon, on recommence. Peut-être que cette façon trop scolaire, j'ai envie de dire, de reconstruire une équipe n'est pas adaptée maintenant en NBA en 2022. Ouais, clairement. Après, c'est vrai que Saddiq Bey, c'est plus un stabilisateur en fait d'équipe, et c'est plus un mec qui va être estampillé, un joueur plancher, ou plus un joueur estampillé role player à l'aile, quoi. Donc il va être très très important en fait dans la construction de ton équipe, mais tu pourras faire sans lui. Et je pense que c'est peut-être lui, comme tu disais Constant, qui est peut-être la première victime de l'arrivée de Bogdanovic, qui est plutôt gourmand. Enfin, quand tu vois ce qu'arrive à produire Bogdanovic, et tant mieux qui continue à shooter autant, vu que il est très efficace, et qui subit aussi l'arrivée de Jaden Ivey, qui est lui un peu la caution upside en fait aux côtés de Cade dans le projet, quoi. Donc je pense qu'avec l'arrivée de Duren et aussi d'Ivey, il a perdu un peu, il a reculé un peu d'importance dans le projet. Et sur le terrain, avec l'arrivée de Bogdanovic, il a reculé aussi d'importance dans le présent. Après, je trouve que ça reste un bon joueur, et je pense que ça va être ça va être un peu ton Tobias Harris, quoi, ton quatrième starter, le mec qui va jouer beaucoup de minutes, il va être intéressant, il va être important, mais c'est pas lui qui va tirer la couverture à lui. Voilà. Je pense que ce sera plus ça pour lui. Ouais, du coup, faisons le même type de bilan que pour le Thunder. Constant, qu'est-ce qu'on attend de cette saison? Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel est le projet? Est-ce qu'on cherche justement les joueurs upside, comme disait Tom, de voir ce qu'ils valent pour pouvoir trouver les options 2, 3 à côté de Cade?
plutôt pour remplacer entre guillemets Bogdanovic, qui est là pour une caution vétéran actuellement, mais qui a priori est pas dans le projet moyen terme des Pistons. Donc qu'est-ce qu'on fait en tout cas pour cette saison? Qu'est-ce qu'on attend et quel indice de confiance? On a la première brique, et peut-être un peu plus incertain pour le reste. Ah, Bogdanovic, ils l'ont prolongé. Hein. Ouais. Pour moi, il fait partie moyen terme du projet, hein, parce que ça peut se débattre, mais je trouve que en fait, Détroit, ils ont l'espèce de cul entre deux chaises, c'est que à la draft, ils prennent des joueurs très jeunes et pas forcément les plus NBA ready. Jalen Duren, 18 ans, Jaden Ivey, très jeune. Et de l'autre côté, c'est la seule des 4 équipes dont on va parler dans ce podcast qui a ramené des vétérans de bonne qualité en sacrifiant des pics de draft. Donc c'est faudrait checker, mais je pense que Détroit, c'est la seule équipe qui doit avoir un de leurs pics de draft outgoing, qui doit être ils peuvent le récupérer parce qu'il y a des protections de partout, mais je pense que c'est la seule équipe qui a envoyé un de ses pics. Donc voilà, pour moi, il y a un moment où il faudra passer à autre chose vis-à-vis de Dwayne Casey. Je maintiens que pour ta reconstruction, ça peut être bien, mais il y a un moment où il faudra tourner la page. J'ai l'impression que Dwayne Casey ne sera pas suffisant si les Pistons veulent passer un cap. Et après, en termes d'indice de confiance, je serai à 3 parce que je pense que le backcourt Cade, Jaden Ivey d'ici 2-3 ans va quand même être un backcourt très solide. J'ai beaucoup de confiance en Jalen Duren, mais pour moi, Détroit a intérêt de continuer à perdre cette année et de repartir avec un haut choix pour la draft 2023 parce que, hormis Cade, t'es quand même beaucoup sur du théorique pour l'instant. Tom, pareil, alors aussi confiant sur l'avenir court-moyen terme du backcourt Cunningham-Ivey et du projet Pistons? Ouais, après, encore une fois, moi, je m'intéresse pas trop vraiment aux prospects, plus comme avant. Donc du coup, je les vois une fois qu'ils sont arrivés à NBA. Il y a pas mal de bonnes choses que j'ai vues sur la vie et quand même quelques trucs un peu inquiétants. Va falloir que le jeu ralentisse pour lui, je pense. Hein. Mais c'est vrai que je trouve que théoriquement, en tout cas dans la théorie, la théorie du joueur fonctionne bien avec un joueur un peu plus posé comme Kate Cunningham en fait. Donc moi je trouve ça plutôt intéressant. Après il va falloir voir ce qu'ils font à l'intérieur puisque je trouve qu'ils ont investi pas mal d'argent sur le poste 4. Enfin si tu prends Bagley qui n'a toujours pas joué parce qu'il est blessé. Ouais, Bagley il est là. T'as Bogdanovic que tu viens de payer. T'as peut-être Stewart qui va te donner certaines minutes puisque même s'il joue au poste 5, t'as parfois, tu veux peut-être développer Duren et tu pourras pas faire Duren jouer au poste 4. Donc voilà, c'est tout ça, ce sont des questions de comment ils vont goupiller. Après, le truc avec Troy Weaver, c'est que Troy Weaver, t'as l'impression qu'il fait une construction un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que pour lui, il est allé à la draft, il est allé à la draft 2-3 fois, il a récupéré les profils qu'il pense qu'ils vont être bons. Ok, ben go. On récupère des vétérans pour les entourer. Et du coup, ça va peut-être. Tu vois, on parlait tout à l'heure de Casey qui veut éviter le milieu. Ben Détroit, si jamais il y a un de leurs prospects qui ne se traduit pas comme tel ou qui arrive pas peut-être un tiers en dessous de Cunningham mais qui a juste 2 tiers en dessous, ben c'est une équipe qui va aller au milieu, malheureusement pour elle. Le peuple demande un chiffre, Tom, de confiance. T'as dit 3,5 à OKC? Oui. Là, je dirais 3 et limite, ça m'embête de mettre que un demi-point de différence entre les deux, tu vois. Donc peut-être qu'OKC, j'aurais dû dire plus. Allez, 4 pour OKC et 3 pour le Thunder. Pour les Pistons. Les Pistons, ouais, avec donc Cade qui est un peu l'assurance vie pour l'instant des Pistons. Troisième équipe pour le podcast de cette semaine, ça va être justement en parler de First Pick, l'équipe du First Pick de cette année. Comme souvent, ça signifie une équipe en tout cas en début de reconstruction, même si c'est pas tout à fait le cas, on va pouvoir en parler. C'est le Magic, donc bilan à 2-8, mais quelques motifs de satisfaction tout de même, notamment donc Banchero qui tient ses promesses, en tout cas les promesses qu'on nous avait données, parce que je suis comme toi Tom, je le découvre sur un parquet NBA. Effectivement, il est très intéressant et
Tom, une nouvelle fois, je vais me tourner vers toi. Je vais laisser la priorité de la dernière équipe du jour à Constant tout à l'heure. Côté Magic, qu'est-ce qu'on fait côté Magic, notamment niveau hiérarchie, avec toute cette liste à parler d'équipes un peu vertes, avec beaucoup de jeunes joueurs, ce qu'on a répété pour les Pistons. Bon, du côté du Magic, c'est à peu près la même chose. Quel état des lieux, Tom, sur cette reconstruction? Boquero, sur le début de saison, il ressemble pas mal à un vrai numéro 1. Hein. Je pense enfin, dans le ball handling. Alors oui, c'est quelqu'un qui va progresser après dans le jeu NBA, puisque on le voit, hein, enfin, sur les matchs, sur le pick and roll, les adversaires préfèrent passer en dessous pour ne pas préfèrent passer en dessous et le forcer à prendre des mid-range contestés, puisque lui, visiblement, enfin, de ce que j'ai pu en voir, hein, dès qu'il prend l'intervalle, il va au cercle direct et tu peux pas faire grand chose parce qu'il est beaucoup trop puissant en fait pour les joueurs qui sont censés en fait, qui ont la mobilité pour le garder sur le périmètre. Il est beaucoup trop puissant pour les joueurs qui ont la possibilité de le garder sur le périmètre. Donc du coup, ça devient vite un problème dès qu'il arrive avec de la vitesse dans la zone intermédiaire. Donc moi je trouve que c'est bien ce qu'ils font Orlando. Alors oui, encore une fois, les jeunes équipes, il y aura des problèmes offensifs. Je pense que typiquement c'est la thématique, hein, c'est la thématique du jour, les problèmes offensifs. Même si par exemple pour Orlando et Détroit, ça vient aussi du côté inefficace des joueurs qui ont les plus gros usage, quoi, puisque sont des joueurs qui sont amenés, enfin qui doivent se créer des tirs difficiles parce qu'il n'y a pas grand monde à côté pour pouvoir faire respirer et faire souffler un petit peu l'attaque, et qui ont tout le plan de jeu de la défense est basé sur leur faire des choses qui sont difficiles et qui vont les rendre inefficients. Donc du coup, en les stoppant un petit peu, ils arrêtent tout le jeu de l'équipe. Mais globalement, tu as des choses pas mal très intéressantes. Moi, je trouve que Franz Wagner, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Enfin, il a fait énormément de progrès, je trouve, sur le jeu intermédiaire, la façon de pouvoir aller au cercle sans avoir à prendre d'écran. Il a développé visiblement un petit hook shot. Enfin, moi, je le trouve vraiment très bon. Alors oui, quand tu regardes les true shooting et tout ça, ça se voit pas forcément parce qu'il n'est pas dedans à 3 points. Mais à partir du moment où il va commencer à mettre à 3 points, ça va être vraiment très très compliqué, hein, ce gars-là. Enfin, limite, ce gars-là, d'ici 2-3 ans, je serais pas choqué que ce gars-là soit All-Star. Hein. Il est vraiment très très fort. Il est vraiment très très fort à l'aile. Donc, je trouve que voilà, avec t'as un grand ball handler et t'as un ailier two-way qui arrive à aller au cercle comme il veut et qui peut shooter à 3 points. Mais t'as de la largesse vraiment énorme pour pouvoir ensuite construire ton roster. C'est juste la problématique, c'est au niveau du wordplay, quoi. Qu'est-ce qui se passe sur tes lignes arrière? On a eu un match extraordinaire de Jalen Suggs face aux Warriors, mais c'est vrai que globalement, pour l'instant, peut-être un peu plus en difficulté. Est-ce que, Constant, pour te relancer, est-ce que c'est pas le sujet qu'évoquait Tom, d'attendre un peu aussi, parce qu'on a beaucoup de talent, même sur les lignes arrière, on a drafté pas mal de joueurs. Est-ce que c'est pas aussi attendre qu'ils prennent la confiance, que le jeu ralentisse pour eux? Je vais reprendre l'expression de Tom, que l'expérience arrive. Du côté du Magic, on a accumulé du talent, on a du talent un peu partout, pas mal de joueurs à quelques satisfactions ici et là. Est-ce qu'on n'est pas en stand-by d'évaluation, quoi, finalement, cette année? C'est là où tu vois que la draft quand même n'est pas une vérité unique, hein, parce que Franz Wagner, je me rappelle très bien au moment de sa draft, il était réputé comme joueur haut plancher, bas plafond. Quand tu vois le plafond de Franz Wagner, moi c'était un de mes coups de cœur dès sa draft, Franz Wagner. Moi j'aime beaucoup le profil, ses ailiers post 3-4 capable d'un petit peu tout faire, un peu de créer, un peu de driver, un petit peu de mid-range, de défendre aussi. Alors là sur ce début de saison, comme l'a dit Tom, il met pas un panier de loin, donc il est à je vais vous retrouver ça, il est à 21% 25, à 3 points. Ouais, 20%, ouais. Pour 4 tentatives par match. Mais l'an dernier, il était à des pourcentages très hauts. Il était 35 à peu près. Voilà. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il était à 35%. Donc, et puis, son tir est pas cassé, quoi. C'est un bon joueur capable de shooter, mais, on parlait du fait que, le guard play était quand même assez pauvre du côté d'Orlando. Bah, oui. 21e en assist pourcentage, quoi. C'est que, globalement, ton meilleur créateur du côté d'Orlando, c'est pas loin d'être Paolo Banchero. Très honnêtement, en termes de création, c'est pas loin d'être lui. Moi, il me surprend, Paolo Banchero. J'étais pas son plus grand fan au moment du processus de draft.
Il y a quand même des critiques qui disent que Paolo Banchero, est-ce qu'il va être capable de dépasser ce niveau de joueur qui fait des stats dans une mauvaise équipe? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, il ressemble exactement à cette critique qu'on pouvait lui faire. Malgré tout, son début de saison est quand même assez exceptionnel. Voilà, le reste, on peut parler aussi de la renaissance Bol. Ça, c'est quand même une des réussites incroyables du Magic, c'est que le Magic, ils ont récupéré Bol, ils ont fait OK, on va te faire développer ton skill set et du coup tu vas jouer comme un ailier. Et ça fonctionne vraiment du côté de Bol. Il y a Adrien, je pense que tu connais bien, mais il y a le développement Wendell Carter. Le développement Wendell Carter qui se développe bien. En fait, cette équipe d'Orlando, je sais pas pourquoi, mais elle attire ma sympathie parce que il y a vraiment beaucoup de joueurs que j'aime bien et beaucoup de joueurs avec un potentiel qui est encore inexploité pour moi, mais qui peut être très élevé. Je vois cette équipe, je me dis, tu peux avoir un front de courte sur plusieurs années où c'est Franz Wagner, Paolo Banchero, Wendell Carter Jr. Si tout le monde atteint son plein potentiel, tu peux avoir un front de courte vraiment très solide. Le seul problème que j'ai avec cette équipe du Magic, c'est sur le poste de guard. Jalen Suggs, ok, il a été très bon face aux Warriors, mais c'est compliqué depuis son arrivée en NBA. En plus, il y a les blessures, c'est vraiment pas évident. RJ Hampton, voilà, il a fait illusion pendant quelques temps, mais c'est quand même disparu de la circulation. Il y a Cole Anthony, mais Cole Anthony qui est quand même un joueur, c'est un profil de joueur très poste 2, scoreur, capable de créer, mais globalement très inefficace sur ce début de saison. Moi, j'ai vraiment des interrogations sur le backcourt du côté d'Orlando parce que t'as drafté Suggs en 5 et que pour l'instant, c'est vraiment pas satisfaisant, je trouve. J'ai envie de vous dire que le grand regret du guard play s'appelle Markelle Fultz, mais ça devient une arlésienne à force, effectivement. Ouais. Bon, on l'a bien répété, le souci majeur actuellement, en tout cas dans la reconstruction du Magic, c'est trouver cette stabilité du côté des guards. Donc, Tom, même question que pour les équipes précédentes. Qu'est-ce qu'on attend de cette saison du côté du Magic? Est-ce qu'on espère que un Suggs ou un Cole Anthony trouve sa place en NBA et puisse prendre ce rôle de ball-handler principal, ou est-ce que on attend, on est plutôt en stand-by et on attend de voir ce que fait Banchero pour qu'il commence, comme dit Constant, à faire ses stats dans une équipe qui gagne pas forcément, mais pour petit à petit qui prenne le rythme de la NBA. Moi, je pense que Banchero, ça va être leur ball-handler du futur. Hein. Mm. À part si, par exemple, à la draft, ils arrivent à récupérer Scott Anderson ou un joueur qui est un ball-handler classé comme ça. Mais je trouve que Banchero, ça va être leur ball-handler du futur. En fait, t'es pas obligé d'être petit pour être le ball-handler, tu vois, d'une équipe. Donc, alors, faut prendre ça avec des guillemets, mais ça peut être un peu le même style avec que Luka Doncic, quoi. Où tu as un ball-handler qui fait la taille d'un ailier, voire un ailier plus, et avec plein de joueurs de grande taille à côté de lui, quoi, qui ont des skill sets divers et variés. Comme tu dis, tu vois, Bol, c'est exceptionnel. Déjà d'arriver à faire de faire un front de courte avec Banchero, Bol et Wendell Carter, enfin c'est un truc et que ça fonctionne entre guillemets, tu vois, par rapport à ce qu'ils ont, c'est quand même déjà intéressant. Ils ont la largesse en plus d'avoir un léger surplus de tours de draft, puisqu'ils ont encore celui de Chicago qui arrive cette saison. Donc non, moi je pense que la principale chose, ce sera de voir jusqu'où Banchero peut aller dans ce rôle en fait de ball-handler principal. Le développement aussi de Franz Wagner, est-ce qu'il va arriver à faire un petit peu plus de pull-up, des choses comme ça. Et ensuite, c'est voir l'éclosion s'ils peuvent faire éclore des role players autour. Mais je trouve qu'ils ont une base vraiment, vraiment très solide. Encore une fois, ils ont le socle, ils ont le ball-handler numéro 1. Donc ils partent vraiment bien. C'est sûr que s'ils avaient pas eu le first pick cette saison, enfin la saison dernière, enfin du moins à la draft 2022, je pense qu'on en parlerait vraiment différent. S'ils avaient pris Jabari Smith par exemple. Du coup, je te la pose tout de suite, Tom. Du coup, l'indice de confiance, tu le mets à combien pour le Magic? Je dirais le même que des trois. Allez, je dirais le même que des trois parce que eux, pour le coup, ils se sont pas encore ratés à la draft, vraiment. Sur la reconstruction récente, Constant, je te vois hocher la tête. Par rapport à Suggs, tu vois. Ouais. Pas encore. Suggs, Cole Anthony pose quelques questions. Constant, t'as fait la moue, du coup, je te relance là-dessus. Comment tu
tu évalues donc le projet Magic? Je suis entre 2,5 et 3 parce que je pense pas que Paolo Banchero sera un meilleur joueur dans le futur que Cade Cunningham. Alors à lui de me faire mentir, mais en fait, tu me mets un guard un vrai guard talentueux. Alors peut-être le développement de Jalen Suggs, peut-être que ça arrivera et que ça fait partie de ces joueurs qui ont besoin d'un peu plus de temps pour se développer. Mais tu me mets, là ça va faire plaisir aux fans du Magic, mais tu me mets Scoot Anderson dans cette équipe, je passe à 3,5. Mais le guard play, ou en tout cas le poste de guard en NBA est tellement important que tu ne peux pas, pour l'instant je peux pas me dire que oui j'ai confiance dans Orlando pour les futures années quand leur backcourt c'est Cole Anthony et Jalen Suggs. Pour moi c'est pas possible. Donc ouais, Question à Constant. Oui. Et si tu mets Victor dans cette équipe, tu lui passes à combien? Ah ouais, non, mais À Victor, 2,12 m de moyenne. Victor, c'est différent. Victor, tu le mets dans n'importe quelle franchise. Globalement, ton indice de confiance, il passe de 1 à 12. Non, mais Victor ferait énormément de bien, mais ça résoudrait plein de problèmes, mais ce serait pas là où les plus gros problèmes actuels d'Orlando se trouvent. Même si un Victor dans ton effectif, ce serait exceptionnel quoi qu'il arrive. Un pick and roll Banchero Victor. Bien sûr, mais est-ce que Paolo Banchero va être capable de, tu vois, tu parlais de Paolo être capable de devenir un ball handler principal. Est-ce qu'il va être capable de faire ce qu'a fait Blake sur ces dernières années aux Pistons? C'était souvent la comparaison pour Paolo. Est-ce qu'il va être capable de le faire? Et la question que vous posez un peu tous les deux, c'est l'éternelle question dans la reconstruction de est-ce que tu dois améliorer tes qualités ou compenser tes faiblesses? Est-ce que où t'en es au niveau du Magic? Est-ce que t'es assez certain? Et tu peux l'être, hein, on l'a dit. Est-ce que Wagner, Banchero, Wendell, par exemple, est une base que tu considères assez solide pour te dire je dois compenser maintenant au niveau des guards, alors que ce soit en termes de guard play d'initiation offensive ou pas, si tu considères que ce sera Banchero, peut-être plus pour avoir des défenseurs, parce que on a parlé de Cole Anthony, Jalen Suggs pour l'initiation offensive, mais de l'autre côté du terrain, c'est pareil. Ils ont une défense correcte, hein. Ils ont une défense moyenne en NBA, au defensive rating. La longueur, ils sont 15e à peu près, je crois. Ouais, 14 ou 15, mais sur les deux postes arrière, t'as quand même un déficit et c'est pas en faisant rentrer Terence Ross que tu compenses tout ça. Donc, c'est la question à poser, effectivement, sur cette confiance. Alors moi, je vous rejoins un peu. Finalement, c'est Banchero semble un peu moins être une brique un peu moins solide que celle de Cade, même si c'est une belle brique. Par contre, pour ce qu'il y a autour, par rapport, pour continuer la comparaison avec les Pistons, c'est vrai que on est peut-être un peu plus rassuré, notamment par Franz Wagner, mais aussi des Wendell Carter. Et puis il y a le talent semble un peu plus haut sur ce qui est autour de Banchero. Donc pareil, moi je les mettrais à peu près au même niveau que les Pistons, mais pour des raisons différentes finalement. Et c'est vrai qu'ils ont ça en magasin aussi. Ils ont Isaac Fultz en magasin. Ouais, Fultz, Gary Harris techniquement. C'est dans la boîte d'archives là, c'est à l'archivage là. Non mais c'est triste, hein, mais si ces deux joueurs-là jouaient à leur niveau, on serait déjà peut-être plus rassuré sur Orlando. Ah Markel Fultz, Markel Fultz vendu comme il était, Markel Fultz Prime, j'ai envie de te dire, c'est parfaitement ce qu'il te faut, mais c'est un peu inespéré. Jonathan Isaac, défensivement, offensivement, il peut t'apporter, offensivement pas trop, mais défensivement, c'était vraiment un joueur très très fort. Il y a des amateurs de Jonathan Isaac chez Dunk Hebdo, c'est sûr qu'on est au bon endroit. Mais donc on avance, il nous reste quelques minutes pour finir. Constant, on devait en parler. Peut-être donc l'équipe qui est la plus en difficulté finalement parmi toute la ligue en ce moment, celle qui a le plus de mal à dessiner justement les contours de cette reconstruction dont on parle aujourd'hui. Ce sont les Houston Rockets. Donc les Houston Rockets à 1-9. Constant, je te laisse champ libre pour débuter. Que penser des Houston Rockets pour ce début de saison? Franchement, je pourrais envoyer un nombre de vannes sur les Rockets sur ce début de saison, tellement c'est pas bon. C'est vraiment pas bon, les Rockets, sur ce début de saison. C'est-à-dire que Orlando et Détroit, ils sont à 2-8. C'est pas un bilan non plus exceptionnel. Mais une victoire de plus. Ouais, tout à fait. Mais Orlando et Détroit, surtout Orlando, ils sont dans la plupart des matchs dans lesquels ils jouent. Ça se bat, quoi. Ça perd parce que ça manque d'inexpérience, parce qu'offensivement, il y a un moment où tu peux pas compenser cette inefficacité, mais ça se bat. Houston, c'est vraiment, déjà, Jalen Green. Enfin, on peut commencer par ce qu'on veut, mais
Jalen Green, le backcourt Jalen Green, Kevin Porter Jr., c'est quand même un backcourt qui enfin, je sais pas comment expliquer, c'est l'un des problèmes des Rockets. Pourquoi ça marche pas? C'est en partie parce que leur backcourt, c'est Kevin Porter Jr. et Jalen Green. Le fait que les Rockets puissent considérer Kevin Porter Jr. comme un meneur montre à quel point ils ont des problèmes dans leur construction de roster. Et on peut déjà embrayer sur le problème Jabari Smith, par exemple, qui fait un début de saison rookie catastrophique, que ce soit des deux côtés du terrain. Mais le problème, c'est que tu mets Ricky Rubio aux Rockets, Jabari Smith, il va faire un bon début de saison. Tu mets Kevin Porter comme meneur aux Rockets, Jabari Smith, il va pas se trouver dans de bonnes situations. Et là, c'est tout le paradoxe de Jabari Smith au moment de sa draft, c'est un shooter en bout de chaîne. Il ne peut pas se créer son tir pour l'instant. Et du coup, dans une équipe qui collectivement ne propose pas grand-chose, puis il peut pas se mettre en valeur globalement. Et les deux joueurs qui se mettent le plus en valeur, pour moi, du côté de Houston, c'est ceux qui sont les plus bagarreurs, à savoir Ousmane Garouba et Tari Eason, qui eux ont déjà un contexte un peu plus avancé en termes d'expérience. Garouba, que ce soit en Europe, Tari Eason, parce qu'il a fait plusieurs saisons à NCAA. Quand il arrive dans un marasme comme ça, bah oui, ça arrive à se débrouiller. Mais Houston, défensivement, je ne parlerai pas du niveau défensif d'Alperen Sengun parce que je veux quand même rester poli et puis je pense que Tom va se faire plaisir, mais le niveau, c'est-à-dire que pour un panier marqué d'Alperen Sengun, il t'en donne 2 à l'adversaire sur pick and roll. J'exagère, mais franchement, on n'est pas loin de ça. Et franchement, ouais, je suis Stephen Silas aussi, où t'as vraiment des trucs bizarres dans les progressions des joueurs. Donc, franchement, je suis très inquiet de ce que propose Houston sur le début de saison parce que je vois pas la progression par rapport aux autres années. Tom, je te laisse aussi le champ libre parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'endroits où on trouve des soucis du côté des Rockets, ne serait-ce que c'est la première question qu'on s'était posée pour les autres, d'avoir le go-to guy, the man. La question est encore ouverte, cette histoire de hiérarchie, de complémentarité. On parlait de guard play, d'attaque, donc de défense aussi cette fois-ci. Bon, attaque par où tu veux, Tom. Champ libre. Bah, tu vois, tu parles de l'attaque. Même ça sauve pas les Rockets puisque aujourd'hui, tu vois, c'est la 28e attaque NBA. Mais l'une des raisons pour laquelle c'est la 28e attaque NBA, c'est que c'est la pire équipe de la ligue en transition, notamment en termes de fréquence, puisque quand tu vas chercher la moyenne de l'efficacité sur les paniers en transition, c'est quand même plus haut que ce que tu vas retrouver. Enfin, c'est un peu plus haut que ce que tu vas retrouver sur l'attaque de demi-terrain. Mais pourquoi il n'y a pas de transition? Parce qu'ils prennent trop de paniers. Ils arrivent pas à stopper grand monde. Et en fait, là, pour le coup, leur défense est aussi en train de tuer leur attaque, quoi. Après, contrairement aux autres équipes dont on a parlé, quand on parle de The Guy, tu vois, Jalen Green, je pense que c'est quelqu'un, je pense que individuellement, c'est quelqu'un qui va être très fort, mais je suis pas sûr, en fait, que, c'est quelqu'un qui manque de diffusion par rapport aux trois, quand tu prends les hommes marquants, enfin les pierres angulaires des attaques des autres équipes, Jalen Green, c'est celui en fait qui diffuse le moins sur par rapport aux autres. C'est un attaqueur de mismatch fou, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va flairer le mismatch et qui va essayer d'assassiner son match-up avant d'assassiner l'équipe. Et malheureusement, il manque de quelqu'un en fait pour diffuser. C'est une équipe qui manque, je trouve, un petit peu de passing, qui manque un peu de liant. Et Kevin Porter Jr. n'est pas un meneur de jeu. Donc, et tu parlais de Sengun, Constant. Ok, Sengun offensivement, il fait des choses vraiment, enfin, pour les esthètes. Voilà. Pour les esthètes. Il y a des beaux highlights et des très belles jolies passes. Il y a des beaux highlights. En fait, le truc c'est que lui, c'est un talent indépendant, je trouve. Sengun, je trouve que c'est un talent indépendant qui est un peu trop utilisé comme un talent indépendant à Houston. Enfin, limite, tu devrais peut-être lui donner un petit peu plus la balle à la création, tout ça sur demi-terrain quand il est sur le terrain. Mais il y a un problème, c'est que tu ne peux pas faire jouer Sengun en 4 et Jabari Smith en 5. C'est pas possible. Tu vois, en fait, limite dans la façon d'aligner le roster, si tu mets par exemple Sengun et Green, pour moi, les trois ne doivent pas être ensemble sur le terrain. Green, Sengun et Smith ne doivent pas être ensemble sur le terrain.
tu peux avoir Green à chaque fois avec que l'un des deux, mais c'est pas possible en fait. Parce que même s'ils ont pas les mêmes spots, ils grattent les mêmes munitions et les Rockets, ils ont une problématique d'avoir un peu trop de prospects. Et je pense que ça, c'est à cause du fait que vu ils vont commencer à envoyer des pics au Thunder dès la saison prochaine. Enfin, pas à cette draft-là, mais la draft d'après. Ils ont misé sur le nombre et pas forcément sur la qualité parce qu'ils savent qu'ils pourront plus drafter à un moment. Ou du moins, ils auront pas la maîtrise, en fait, sur l'endroit où ils pourront drafter. Donc, il y a trop de prospects, pas assez de ballons et pas assez de temps de jeu pour tout le monde. Et tu te retrouves, tu vois, là, je tombais sur un article de la communauté des Rockets aux US qui demande plus de temps de jeu à Josh Christopher. Mais qui tu enlèves? Qui tu enlèves? Et Ty Washington, il y joue même pas encore, tu vois. Qui tu enlèves? Il pose un peu cette question, Constant, pour te relancer. Les Rockets, on a différentes reconstructions, dont différentes questions qui amènent. C'est celle de la draft au talent que vient d'exposer Tom. C'est-à-dire que tu as accumulé plein de talents sans réfléchir à qui mettre avec qui, et eux ils se retrouvent avec donc cette pléthore de joueurs qui sur le papier peuvent être de très bons joueurs, ce qu'on l'a dit, mais aucune complémentarité. Et donc tu vas devoir te retrouver, puisqu'on se projette une nouvelle fois aussi pour eux sur ce qui va se passer pour la suite de cette reconstruction, sur les choix que tu vas avoir à faire à court terme. Donc quel choix faire avec toutes ces interrogations qu'on a là? Bah, tu vois, on en parlait avec Détroit et avec le cas de Saddiq Bey. Josh Christopher est déjà un sacrifié pour cet effectif des Rockets. En termes de temps de jeu, c'est déjà un sacrifié. Il joue 8 minutes par match, donc il fait vraiment pas partie de la rotation. Ty Washington, qui pour moi pourrait résoudre certains, pas tous, mais certains de leurs problèmes pour la création pour les autres. Il ressemble plus à un meneur de jeu, quoi. C'est sûr, il ressemble plus à un meneur de jeu que Kevin Porter Jr. Encore une fois, désolé fans des Rockets, mais voilà, c'est comme ça. Et le problème, c'est que Houston a drafté 4 fois l'an dernier, a drafté 3 fois à la draft 2022, et c'est que des pics entre 2 et 22 globalement. Pour des profils qui sont pas forcément complémentaires, voire pas du tout. Je veux dire, Jalen Green et Josh Christopher, c'est globalement le même profil de joueur, sauf que t'en as un qui est meilleur que l'autre, qui est bien meilleur que l'autre. Même si Jalen Green, tu peux quand même te dire que vu les qualités athlétiques, t'as peut-être le pire mec sur les drives de la NBA en comparaison de ses qualités athlétiques. Hein. Pour l'instant, bien sûr. Pour l'instant. Mais quand t'as moins de 49% de réussite près du panier avec une détente pareille, c'est globalement assez énigmatique. Ouais, les Rockets, je leur souhaite franchement d'avoir un pic élevé à la draft 2023 parce que s'ils ont pas un pic élevé à la draft 2023 et qu'ils se retrouvent l'an prochain à devoir capitaliser sur Jalen Green, Alperen Sengun, Jabari Smith, les pics que les Rockets vont envoyer au Thunder à partir de 2024, moi je les veux bien parce qu'ils vont être élevés. Mais ils ont intérêt, c'est ça, c'est que tu as cette deadline qui t'oblige à drafter au talent, le talent théorique, sauf que leur talent pour l'instant n'explose pas. Donc ils se retrouvent dans un entre-deux qui fait que pour l'instant c'est un peu la galère. Je vais aller encore plus loin que Constant pour toi, Tom. Est-ce que la problématique des Rockets par rapport à ce qu'on vient d'évoquer sur les autres équipes, c'est pas cette recherche du go-to-guy? Tu l'as dit, Jalen Green a peut-être moins ce profil de deux-man du franchise player que d'autres, il se rapproche peut-être plus du scoreur pour lui-même, du scoreur fou, extrêmement talentueux. On lui souhaite évidemment d'arriver à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est pas, voilà, la problématique numéro 1 du côté des Rockets, c'est qu'en fait, tu n'as pas le gars où tu es certain que ce sera la pièce centrale de ta reconstruction? Je pense que pour eux, c'est quand même leur précieux, hein. Je pense, Jalen Green. Ouais. Après, enfin, les Rockets, ils ont quand même rafté 2 fois, ils ont eu 2 fois le deuxième pick. Donc, ils parlent pas de. C'est le pick 3. Enfin, troisième. Oui, non, oui. Ils ont 2 picks dans le top 3 2 années de suite. C'est ça, 2 picks dans le top 3 dans 2 années de suite. Donc, c'est quand même un sacré. C'est quand même un sacré. C'est bien ça pour démarrer ta reconstruction. Malheureusement, peut-être que ils ont peut-être pas fait les meilleurs choix, même si tu vois Green, je trouve que faut lui laisser du temps puisque c'est encore une fois on parlait du poste 2, le poste 2 il commence à avoir un petit renouveau dessus. Donc je pense que avec un peu de temps c'est quelqu'un qui peut devenir qui peut monter, je sais pas si ça va devenir un joueur All-NBA un jour puisqu'il y a aussi la concurrence des guards, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut potentiellement devenir All-Star. Là où le bas blesse, c'est vraiment au niveau de la création pour les autres et le floor général, le niveau de guard play.
Et c'est pas Kevin Porter Jr. qui va t'apporter ça. Désolé, désolé encore une fois. Le pauvre il prend, mais voilà. Non, mais faits c'est pas sont lui là. qui va t'apporter ça. Je pense que c'est un bon joueur, c'est un joueur utile dans certains contextes, mais ça ne peut pas être ton ball handler principal, tout simplement. Donc, une fois qu'ils auront réglé la problématique, je pense qu'une fois qu'ils auront réglé la problématique du ball handler principal, en fait, tous les défauts qu'on voit de tous leurs prospects qui ne s'assemblent pas, tout ça, ça va être un peu corrigé, et je pense qu'on verra les Rockets sous un autre œil. Mais je pense pas que leur reconstruction est ratée. Je pense qu'ils sont vraiment à une pièce, la pièce la plus importante de vraiment décoller, quoi. Donc, Toi, quel si tu indice leur de rajoutes confiance ouais. Quel indice de confiance pour toi? Parce que c'est comme vous l'avez répété tous les deux, c'est-à-dire que la probabilité de trouver cette pièce, c'est la draft qui arrive, et après il faut faire des moves et trouver un floor général. C'est pas le profil le moins cher dans l'écosystème de la NBA. Donc à combien t'évalues la confiance en les Rockets pour régler ce souci-là dans cette reconstruction actuelle? Moi, j'irais quand même 2,5, 3 quand même. J'irais quand même 2,5, 3. Alors, ça peut sembler haut. J'irais quand même 2,5, 3 parce qu'en fait, sur les profils qu'ils ont réussi à récupérer, ils se sont pas beaucoup trompés. C'est-à-dire que leur pick, ok, mis ensemble, ça marche pas. Mais si tu mets chacun de leurs picks avec la valeur du pick et le joueur qu'ils ont pris à ce moment-là, ça fait sens. C'est juste que ça marche pas. C'est bien argumenté. Constant, est-ce que j'imagine que t'es un petit peu plus bas en termes de confiance que Tom? Je suis à 2, je pense, peut-être 2,5. En fait, je leur donne. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Tom sur le fait que si tu rajoutes un guard play, tu vas peut-être avoir le chaînon manquant, mais ça résout pas les problèmes défensifs de cette équipe. En fait, j'ai l'impression que Jalen Green, Alperen Sengun, ils ont déjà acquis des tics défensifs négatifs qui vont avoir du mal à gommer dans leurs prochaines années. Donc, et moi, voilà, j'accorde une grande importance à la défense. Je pense que avoir une défense top 10 NBA, c'est nécessaire si tu veux viser haut en playoff. Et en fait, ces Rockets-là, d'ici à ce qu'ils aient une défense top 10, va falloir se lever tôt. Donc, je mets à 2,5, allez, 2,5, parce que je leur accorde le bénéfice du doute en disant, mets-moi cet effectif avec un meneur créateur et un autre coach que Stephen Silas. Parce que Stephen Silas, il propose quand même pas grand-chose, je trouve. Et ouais, change-moi de coach, mets-moi un floor général là-dessus. Par contre, t'as pas intérêt de te louper sur la draft 2023. Tu vas prier pour que la loterie soit favorable envers toi, parce que des 4 équipes qu'on a citées, en termes de pure timeline, de savoir quand est-ce que tes picks vont partir, c'est eux qui ont le laps de temps le plus court. Je vais être le plus sévère des trois, je pense. Moi, je suis vraiment pas confiant du tout. J'ai envie de leur mettre 2, mais pour plusieurs raisons. Ça dépend aussi où tu places. Mais où est-ce que tu places la barre de cette reconstruction? Où est-ce que tu veux aller? Tu veux retrouver, tu vois, on parlait de retrouver le milieu ou de passer le milieu tout à l'heure. Pour moi, avec la base de joueurs que tu as là, malgré les talents qu'ils ont, avec la complémentarité dont on a parlé et les profils que tu as, c'est pas avec un peu de guard play et un mec ici là qui défend que tu vas te retrouver avec une équipe contender. Au mieux du mieux, tu vas te retrouver à jouer le bas de tableau de playoff. Et donc, pour moi, la barre, quand tu fais une reconstruction aussi sèche, c'est-à-dire que tu accumules des pics, on l'a bien dit là, deux pics dans le top 3 récemment, des pics d'un tel niveau, l'idée, c'est de retrouver les bases pour ensuite avoir ta prochaine génération qui va jouer, alors pas forcément le titre, tout le monde peut pas jouer le titre chaque année, on le répète à longueur de podcast, mais en tout cas, les premières parties de tableau à moyen long terme. Et là, moi, personnellement, j'ai du mal à voir dans cet effectif actuel les bases d'un tel projet. D'autant plus qu'il y a aussi peut-être la valeur des joueurs selon. Alors tu l'as dit Tom, il y a quand même des joueurs à talent, mais je vois pas un ou deux gars où tu dis ok, je garde ceux-là, les autres ont assez de valeur pour que je les envoie. Des Eric Gordon qui en avait une par exemple il y a quelques années. Bon là maintenant, je pense pas que tu récupères grand-chose pour Eric Gordon. Donc moi personnellement, pour moi c'est un contre-exemple de reconstruction les Rockets. Pour l'instant, c'est un vrai échec. Après, je leur souhaite que ça se passe mieux. Un bon pick, un Jalen Green qui atteint le niveau espéré, ça peut très vite bouger. Mais personnellement, voilà, c'est à eux que j'ai envie de mettre la note la plus basse pour le podcast du jour. Je sais pas si vous voulez. Vas-y Tom. Ouais, ils ont quand même deux choses. Ils ont quand même deux choses pour eux. Je pense que
le fait de peut-être revoir Jabari Smith et avec peut-être un peu de Jason Tate, ça peut être encourageant parce que je pense que la façon dont Jabari Smith est utilisé, c'est vraiment la pire façon. Il a trop de pull-up, trop de pull-up, c'est pas quelqu'un qui aujourd'hui peut aller là où il veut sur un terrain NBA en dribblant et se créer son tir. Donc je pense qu'il va plus gagner à être en bout de chaîne et du coup je pense que, enfin, avec peut-être un floor général ou même peut-être au pire le mettre dans des secondes units ou voilà des choses comme ça ou le niveau un petit peu plus bas pour sa confiance quoi, puisque là il est vraiment pas mis dans de bonnes conditions. Et pour que l'adversité soit moins forte aussi. Quand tu sors voilà, l'adversité soit moins forte pour lui commencer à rentrer en confiance puisque il est dans le premier percentile à l'efficacité au tir. C'est assez catastrophique. Pour un gars drafté en 3 parce qu'il était un shooter exceptionnel. C'est ça. Et je pense que je leur donnerais des points en plus par rapport à ce qui se passe au net. Ah oui. Parce que c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des trucs nets. On n'a pas parlé des Clippers pour OKC du coup, mais c'est vrai qu'il y a les Nets. Et par rapport à ce qui se passe au net, tu vois, je pense que finalement c'est pas si mal. Le contexte peut jouer en leur faveur. Mais effectivement, il y a plusieurs équipes qu'on n'a pas citées. Constant, tu l'as dit, on voulait peut-être éventuellement parler des Pacers, des Spurs. On le fera peut-être dans un épisode suivant parce que c'est une autre forme de reconstruction, c'est quelque chose d'autre. Donc, d'ailleurs, dites-nous, pour les auditeurs qui sont avec nous, dites-nous sur Twitter si ça vous intéresse qu'on parle notamment de la reconstruction et de la saison assez particulière des Pacers qui ont un profil un peu différent des autres, notamment en NBA. On va conclure comme ça l'épisode du jour. On a à peine dépassé l'heure, on est bien dans les temps et comme ça Ben ne nous grondera pas. Donc merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Donc comme d'habitude, voilà, sur Twitter, vous pouvez nous retrouver, échanger avec nous avec grand plaisir. Il y a toujours également le sondage qui est disponible si vous voulez nous faire vos retours sur le podcast. Et puis ensuite, le podcast qui est retrouvable un peu partout sur les plateformes Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux une nouvelle fois. Donc merci à vous de venir voir nos têtes. On ne sait pas trop pourquoi, mais on est bien là avec vous sur YouTube. Et puis merci Constant, merci Tom, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci à toi Adrien. Salut.